Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. En studio ce matin, Stéphane Bureau pour parler affaires internationales. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Dans notre jingle, ça dit émotionnel ou rationnel. C'est quand que tu es émotionnel à ton micro? C'est pas une question. Mais là, tout à l'heure, quand on a parlé de Johnny Gaudreau, là, c'est vrai, sport, donc Ouais, oui, mais je suis d'accord. De temps en temps. Mais on s'entend que la balance est un petit peu plus du côté rationnel. Je pense que toi aussi, d'ailleurs. Je plaide absolument Wow. coupable. J'ai des émotions, mais c'est vrai que je suis une bête à sang-froid pour un paquet de choses, y compris la politique. Ben, je pense qu'on ne peut pas, à moins de ne pas vouloir rendre service à ceux qui nous écoutent, être à sang chaud et à se mettre à avoir des passions, parce qu'il y aurait toutes sortes de raisons de partir en peur et de ne pas rendre compte de ce qui se passe ou de juger à la place de ceux qui auront à juger. Je pense Les particulièrement... électeurs, oui. Parce que dans 3 semaines, jour pour jour, ce mercredi matin, on aura voté aux États-Unis et il y aura un président. À moins que ça soit si serré qu'on ne le sache pas, il y aura un président. Il y aura un président. On n'est vraiment pas loin. C'est peut-être pas le dernier round, mais ça ressemble... Si c'est pas le 15e round d'un combat de poids lourd, on est au 14e. Puis là, c'est... Et là, de part et d'autre, il se fait... Est-ce qu'on prend des risques? Mme Harris, Oui. la Fox News, là? Oui, je pense qu'on donne ses derniers coups dans toutes les directions, justement parce que les cartes sont en train de s'embrouiller. Et c'est beaucoup moins clair que ce l'était pour les démocrates, à tout le moins, il y a un mois. Ça ne veut pas dire que la partie est perdue. Je pense qu'on peut continuer à répéter que c'est très, très, très serré. Mais dans les faits, je t'en parlais, je pense, vendredi. Je te disais, si on avait à faire un pari, ou si on avait à parier sur les probabilités, disons les choses comme ça, vendredi, j'aurais dit Donald Trump. Les sommes de sondage que fait Real Clear Politics, qui est un site assez sérieux, sinon très sérieux, donnait une avance d'à peu près 0,4 %, c'est pas à peu près, c'est 0,4 % dans les États clés. À Trump, ça avait monté de 0,2 où il était resté pendant plusieurs semaines, particulièrement après le débat. Ça n'avait pas beaucoup bougé, mais ça ne s'était pas accentué en faveur de Mme Harris non plus, après le débat. Et là, on est à 0,4. Ce matin, je regardais, on est à 0,7. Et l'écart au niveau national dans l'ensemble des sondages que eux valident est passé de 2,2 pour Mme Harris à 1,7. Donc, les choses se resserrent. Et c'est pas On dit hasard. en général, il faut que les démocrates, à cause des gros États comme New York ou la Californie, il faut que les démocrates aient au moins 3 points d'avance à l'échelle nationale pour penser gagner les grands électeurs. Là. Et à ça, on peut ajouter le fait qu'historiquement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux pondéré? On a sous-estimé les appuis de M. Trump, peut-être parce que les électeurs de M. Trump sont... Jean-Marc Léger dit à ça qu'en 2016, on a sous-estimé. Qu'en 2020, on était... Puis en 2020. Bien, ça a été beaucoup plus serré que ce qu'on avait annoncé. Chose certaine, le résultat de l'élection, je pense qu'on pourrait regarder, là, mais à 2 ou 3 jours des élections, on donnait quand même un spread, un écart de 5-6 % à M. Biden. Alors, au national, je ne sais pas ce que ça a donné total, mais le résultat a été extraordinairement serré, peut-être un peu plus serré qu'on ne l'imaginait. Et c'est vrai encore aujourd'hui qu'il serait possible à l'un ou l'autre des candidats, avec de petites marges dans ces États clés, d'avoir au collège électoral une victoire retentissante. Parce que c'est bien compliqué quand on parle des États clés pour les gens qui nous écoutent. Mettons en Pennsylvanie, tu peux gagner la Pennsylvanie... Avec un électeur. Avec un électeur. Et remporter et là, les tu 19... ramasses les 19 grands électeurs qui s'en vont au collège électoral dans cette recherche du 270. Là. On y reviendra peut-être, et je sais parce que j'étais avec des amis français en fin de semaine à Paris à essayer de leur faire comprendre le système du collège électoral. Je pense et présume que la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont devenus des spécialistes. À la blague, ces mêmes amis, parce qu'il y avait des Québécois autour de la table, je te racontais ça avant qu'on reprenne l'antenne, ils se sont retrouvés en week-end, il y a une semaine ou deux, à se dire « Ah, mais le 5 novembre, on va être au Mexique. Chérie, on ne pourra pas voter. » Et lui de dire « Mais c'est parce que mon amour, on est des Canadiens. On vote pas aux élections. » Tu vois que la dame était si impliquée émotivement dans l'élection. Ça me donne l'impression que les élections américaines sont devenues comme une extension de notre politique et qu'on se passionne pour ça. Alors, la plupart des gens comprennent la logique, mais pour revenir à ta question sur la Pennsylvanie, en fait, c'est qu'il y a un collège électoral qui s'interpose, des grands électeurs, entre l'ensemble des Américains qui vont voter et
la présidence. C'était un moyen à l'époque pour les pères fondateurs de faire en sorte qu'il y ait quelques sages qui puissent peut-être, s'il le fallait, modérer les ardeurs du peuple. C'était vraiment ça. Aujourd'hui, les grands électeurs sont désignés à l'avance et sont tenus de respecter la volonté populaire. C'est-à-dire que dans chaque État... Sauf que la logique, pour des gens qui imaginent ça, mettons la logique d'un État, mettons qu'il y aurait 20 grands électeurs, puis où le vote se diviserait 60-40. Tu pourrais dire, mais tu donnes 12 grands électeurs à un, 8 à l'autre, mais c'est pas comme ça. En fait, c'est comme ça dans une couple d'États. Deux États, le Maine et le Nebraska. Alors, très simplement, pour qu'on comprenne, si on était en Californie, on se dirait ça devrait avoir un impact positif pour la campagne des démocrates. C'est un État uber-démocrate. C'est une république démocrate. 80% des électeurs, 70% vont voter. Mais ça change rien. Ils auront les 54... C'est la même chose au Québec, un peu quand les libéraux, par exemple, le Parti libéral gagne à 90% dans Darcy McGee, c'est un député. C'est un député. Pas plus. C'est pas... Mais c'est vrai que ça peut créer une certaine dissonance parce qu'il y a beaucoup d'électeurs. New York, même chose, théoriquement, même si Donald Trump, en ce moment, je fais un petit détour, fait campagne dans des États où, théoriquement, il n'a aucune chance. Il était justement en Californie. Il organise un rassemblement à Madison Square Garden, je pense, la semaine prochaine. Là où il sait qu'il n'a très peu de chances d'avoir du retentissement auprès des électeurs locaux, il n'y a pas de chance qu'il retourne la logique du collège électoral qui travaille contre lui, mais il a compris que là où on l'écoute souvent, où il y a du public pour entendre ses discours, c'est pas nécessairement payant parce qu'on rapporte plus les événements. Alors là, il a dit, parfait, moi je vais aller en territoire hostile puis je vais créer du buzz. Ce qu'il fait systématiquement très bien, peut-être en organisant des rassemblements qui deviennent des danses sautons, comme vous le disiez un peu plus tôt. 39 minutes de cha-cha-cha parce que 2 personnes s'étaient évanouies pendant l'événement puis il fallait attendre de pouvoir les évacuer ou qu'un médecin se présente. Et pendant ce temps-là, il a décidé de partager sa playlist. Alors à chaque fois, on se dit, c'est complètement loufoque. Sinon, qu'il y a une méthode qui nous échappe et qui semble fonctionner. Inversement, parce qu'on parlait de lutte serrée, Mme Harris, qui va en territoire hostile aujourd'hui, c'est-à-dire qui accepte de donner une entrevue à Fox News, puis je dis territoire hostile, elle ne va pas se faire décapiter, mais c'est évident que Fox, c'est pas démocrate, et les antennes de télévision aux États-Unis sont pour beaucoup des antennes de complaisance qui parlent à des électeurs ou des citoyens convertis. Si on va à MSNBC, on sait qu'on parle au Parti démocrate. Si on va à The View, à ABC, on est évidemment avec Whoopi Goldberg et les autres femmes autour de la table à une émission qui est très, très, très ouvertement pro-démocrate. Si on va à Fox, on est pas mal dans l'univers des républicains. Exactement. Il n'y a pas de cachotterie. Et si elle le fait, je pense que c'est d'abord parce qu'elle doit faire la démonstration qu'elle est capable de penser sur ses 2 jambes, ce qu'elle n'a pas encore réussi à établir, particulièrement depuis l'entrevue de la semaine dernière à 60 Minutes, qui a été beaucoup contestée. J'ai hésité à en parler. Elle a été diffusée... Les républicains se lamentaient qu'il y a eu du montage. Mais c'était évident. C'est-à-dire que c'était évident. Et quand je disais j'ai hésité à en parler, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai une espèce d'hallucination? Mais après l'avoir écouté, donc un lundi plutôt qu'un dimanche traditionnellement avec 60 Minutes, la question sur la Palestine, sur le conflit israélo-palestinien, c'était une série de jump cut, de réponses qui étaient ajoutées les unes aux autres. Mais c'est clair là, ça devient délicat parce que faire du montage, je veux dire, si tu passes, mettons, tu fais un reportage d'1 heure sur un politicien, tu passes 1 mois avec lui, c'est sûr que ça va être plein de montage. Tu vas regarder. Mais une entrevue de chaise, là, le montage devient, OK, qu'est-ce que tu coupes? Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu enlèves une phrase, tu remets l'autre? Ouais. Et je ne peux pas présumer de ce qu'elle a dit. Peut-être que c'était vraiment inutile et qu'au total, on n'a rien perdu. Je ne peux pas le dire. Ce qui est évident, c'est que à sa face même, cette entrevue montrait qu'il y avait eu du montage et beaucoup de montage, ce qui fait que tous les paranoïaques et tous ceux qui disent « Ah! » ou conspirationnistes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez... Et on reprochait beaucoup ça aux antennes avec M. Biden. Et ça s'est avéré. C'est-à-dire qu'on a appris que plusieurs diffuseurs avaient choisi de retirer des passages d'entrevues où ils montraient qu'ils étaient un peu fatigués. Exactement. Ouais, et qu'on ne voulait pas ajouter à ce qui était accablant comme image. Est-ce que c'est le rôle des médias que de protéger un président contre lui-même? Peut-être que poser la question, c'est d'y répondre. Personnellement, je pense que si tu fais une entrevue avec le président, tu as intérêt à montrer s'il y a quelque chose qui cloche, parce que si ça cloche à la télévision, ça va clocher quand ça cogne. Dans le bureau aval aussi. Quand une crise arrive. Ouais. Et donc, je ne sais pas pour Mme Harris, mais c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, elle se retrouve donc en terrain hostile à Fox. Et M. Trump, lui, pendant qu'elle était à Fox, il était à Bloomberg. Est-ce qu'il est en terrain ami? C'est le monde économique, c'est la finance. Alors, c'est à Chicago que ça s'est passé.
passée, entrevue menée par un journaliste et même le patron éditorial de Bloomberg, le média n'est pas très favorable à Donald Trump. Sur le fond de ses propositions économiques, c'est un média uber-capitaliste. On s'entend qu'ils sont dans le commerce, ils sont dans le business, mais sont pour autant pas nécessairement favorables à Trump, en particulier pour ses projets de tarifs douaniers. Là, il l'a bien précisé, c'est 60 % sur ce qui viendrait de Chine, 10 % pour ce qui vient de partout dans le monde, avec une admonestation très claire aux Européens qui dit « Hey, vous êtes wise », c'est ce qu'il dit d'Emmanuel Macron, il est wise, dans le sens de « il est en train de nous fourrer », pour ici mon langage, mais c'est un peu ce que dit pas vraiment entre les lignes M. Trump, et nous, on réserve un traitement à tous ceux qui commercent avec nous, mais de façon inéquitable. On estime, alors évidemment, il faut voir qui produit ces chiffres, mais c'est assez partagé par l'ensemble des think tanks qui ont réfléchi à ça, que ces tarifs douaniers vont effectivement avoir un impact sur les prix que paient les Américains pour ce qu'ils importent. Alors, ils importent beaucoup de choses, leur économie n'en dépend pas, mais pour toutes sortes de biens de consommation qu'on est habitué particulièrement quand ils viennent de Chine de payer à petit prix, une augmentation radicale des tarifs douaniers. À 60 %, c'est plus que radical. Et quand il dit que c'est la Chine qui va payer, puis que c'est comme une espèce de taxe qui vient dans nos poches, c'est évidemment une aberration. C'est les entreprises qui revendent les produits ensuite aux États-Unis et les consommateurs américains qui vont payer plus cher. Est-ce que ça a un impact à terme sur l'industrie américaine, sur la capacité de réindustrialiser? C'est très possible. Et plusieurs applaudissent cette idée qu'après la mondialisation tous azimuts, il est important de ramener des capacités de production, on l'a vu pendant la COVID, de faire ce qu'on appelle du nearshoring, c'est-à-dire que si ce n'est pas directement chez nous qu'on produit, on le fait avec des pays proches et alliés sur lesquels on peut se fier. Ça pourrait être le Mexique, ça pourrait être le Canada. Mais, et à ce jour, il n'a pas encore réservé une journée, costaude à M. Trudeau, mais je suis certain qu'il lui réserve un chien de sa chienne à M. Trudeau parce qu'on sait qu'il n'y avait pas d'amour entre les deux. On se souvient de son départ à M. Trump précipité du sommet de Charlevoix. Alors, sur la question des tarifs, il a déjà promis que l'entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique allait être rouverte à la date anniversaire. Je pense que ça nous mettrait en 2026 ou 2027. Donc, il y a pour tous les partenaires commerciaux des États-Unis des questions, là. Peut-être même des casse-têtes, des maux de tête. Mais c'est un peu, on n'a plus de temps, mais c'est un peu toute sa thèse, là, que les États-Unis, quand lui n'était pas président, là, tout le reste de l'histoire des États-Unis, les États-Unis se sont toujours fait avoir. En commerce, se sont toujours fait rouler. Puis, ils ont construit un empire et une hégémonie planétaire en se faisant fourrer par le reste de la planète. Oui, c'est ça. C'est un peu grotesque. Ils sont devenus les plus puissants joueurs de la Terre en se faisant avoir comme des enfants. C'est une thèse qu'il faudrait étudier davantage. On n'a peut-être pas besoin de l'étudier longtemps. OK. Merci Stéphane. Salut.